Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement dans ce nouveau talk? Si oui, laissez-moi un petit message ou une petite rédaction ou une petite réaction. Oui, c'est bon, on est en Bonjour, je vois Lauriane, notre chère experte. Ça y est, je suis là. Eh bien, parfait. Bonjour à tous. Bonjour Lauriane. Bonjour. Allez-vous? Ça va super. Ça va super. J'en profite pour souhaiter une bonne rentrée à tout le monde, pour te souhaiter une bonne rentrée. Ouais. Et ce Bonne 1er rentrée à tous. septembre qui approche. C'est vrai. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est bon? Moi, je t'entends merveilleusement bien. Il me semble que nos amis nous entendent aussi. Parfait. Ok, super. Eh bien, Parfait. on va commencer. Nous sommes tous pile à l'heure. Pendant que certains arrivent, prennent leur petit café, leur petit thé, leur sandwich, s'installent tranquillement, je vais en profiter voilà, pour rappeler un petit peu de ce dont on va parler aujourd'hui avec toi, Lauriane. Lauriane qui est naturopathe, je le rappelle, et qui est experte en sommeil des bébés. Et certifiée, comment dire, auprès de Audrey, Audrey qui gère le centre Happy Mum and Baby, avec qui nous avons déjà plusieurs fois collaboré. Aujourd'hui, on va parler voilà, de la reprise des rythmes. Vous avez sûrement des enfants qui, cette année, rentrent à la crèche, des enfants qui rentrent sûrement, comment dire, il y a de fortes chances en première année de maternelle, et puis d'autres qui vont aller chez les nounous, chez les grands-parents, en garde partagée. Voilà. Donc, tout ça, c'est des nouveaux rythmes qui se mettent en place à la rentrée, après les vacances, après une période où voilà, on a été plus cool, où on a vécu un petit peu euh, les uns sur les autres, sûrement, où on a laissé faire plus de choses, où les rythmes de sommeil n'étaient pas encore vraiment établis, etc. Et puis là, nos enfants découvrent de nouvelles personnes, des nouveaux environnements, et tout ça, ça peut les perturber. C'est des nouveaux horaires aussi, c'est des levées plus tôt pour l'école, pour la crèche, parce qu'il faut partir, il faut prendre la voiture, il faut être à l'heure. Donc, voilà, des bébés qui ont besoin de se coucher plus tôt, qui ont peut-être du mal à se coucher plus tôt, qui découvrent des nouveaux lits à l'extérieur de chez eux, découvrent des nouveaux lits chez eux aussi, parce qu'ils passent peut-être du lit de bébé à barreaux au nouveau lit de grand. Voilà, tout plein de questions qui vont fuser aujourd'hui. Et avec Lauriane, on va tenter d'y répondre le mieux possible. Du coup, Lauriane, je te laisse peut-être te présenter pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore eu la chance de profiter d'un talk avec toi. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Lauriane. Je suis conseillère en naturopathie spécialisée en périnatalité et cycle féminin. Et en effet, depuis maintenant un peu plus de 2 ans et demi, je travaille auprès d'Audrey qui a le centre périnatal Happy Mum and Baby. Dans ce centre, on y travaille en effet le sommeil des bébés. On fait des suivis, on fait des ateliers, notamment avec June. Voilà, pour essayer d'appréhender, de vous donner des outils pour mieux comprendre le rythme de bébé, pour mieux vous familiariser avec tout ça, pour avoir des outils. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire à travers les ateliers. Je trouve ça très intéressant. On en fait assez régulièrement avec Vanessa parce que ça vous permet, vous, de poser des questions, parce qu'on a une multitude de questions quand on devient parent, hein, n'est-ce pas? Et on se demande toujours si on fait bien, si on ne fait pas quelque chose de mal. C'est pour ça que notre bébé ne dort pas ou ne s'adapte pas, etc. Et puis là, on a un sujet en effet assez important qui va être la séparation. Pour certains, c'est la séparation, toute première séparation depuis la naissance. Donc, c'est quand même un moment très important. Donc, ça doit émerger certaines questions chez vous et je vais faire un plaisir d'y répondre. Donc, je ne sais pas comment tu veux qu'on s'organise. Si on fait comme d'habitude, Vanessa, on laisse poser les questions. Comme ça permet après de rebondir au fur et à mesure. Ou est-ce que je pars tout de suite sur un sujet? Je me laisse guider. C'est vous qui voyez. Je vais vous
fait une petite mise en introduction et après, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions dans la partie à droite où vous pouvez, dans le fil de discussion, envoyer vos questions. Donc, comme ça, moi, ça me permet de les envoyer à Lauriane s'il y a des choses qui rebondissent sur ce dont on parle. Et puis, si vous n'en avez pas tout de suite et vous vous attendez un petit peu d'avoir plus de tips, plus d'informations, vous me les envoyez au fur et à mesure de notre conversation. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme je disais, la rentrée, c'est une période très très riche pour les jeunes enfants, que ce soit les enfants qui rentrent à la crèche et qui ont leur toute première coupure avec les parents, ou que ce soit les enfants qui rentrent à l'école et qui ont une coupure un peu particulière, puisque c'est vraiment une autre atmosphère, là, on rentre dans l'univers scolaire, et donc du coup, des nouveaux rythmes de sommeil. Alors déjà, là, la rentrée va arriver jeudi, vendredi. Pour certains, c'est pas forcément jeudi, peut-être plus vendredi. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ces quelques jours qui arrivent si on rentre de vacances ou si on est rentré de vacances et qu'on a justement vraiment du mal à mettre notre enfant un peu sur les rails, sur un nouveau rythme et lui expliquer un petit peu les autres endroits où il va dormir pour commencer à l'acclimater et éviter que les choses ne soient trop perturbées déjà à la maison si ça se passait plus ou moins bien. Alors, c'est sûr que ça va dépendre de l'âge. Pour les plus grands, c'est vrai qu'on va pouvoir intégrer des visuels, on va pouvoir expliquer lorsqu'ils vont rentrer à l'école, aller sur le lieu, leur expliquer avec des photos, avec des mots. Et pour les plus petits, ça dépend s'il y a déjà eu une séparation, s'il y a déjà eu quelque chose. Pour les premières séparations, déjà, ce qu'on va faire, c'est que pour que les parents soient confiants, il va falloir, c'est déjà fait d'ailleurs, qu'ils aient confiance en la personne à qui ils vont confier leur bébé. Parce que ça, c'est vraiment un point qui est très important. Si on a déjà des doutes et qu'on n'est pas sûr de peut-être la bienveillance ou du moins le fait des valeurs alignées de la personne qui va garder notre bébé, déjà bébé va le ressentir. Il faut savoir que bébé va vivre ça de façon plus douce que les parents où c'est une réelle angoisse que de se séparer pour la première fois. Donc déjà d'avoir confiance à la personne à qui on va confier la prunelle de nos yeux, ça c'est important. Et après, on va aussi travailler sur la séparation avec d'autres personnes. Parfois, bébé a été exclusivement avec maman, par exemple, parce que papa a repris rapidement le travail et que c'est que maman qui couche bébé et que du coup il n'y a pas eu de séparation. Et je pense que c'est important de déjà se dire ok, je vais confier mon bébé peut-être à papa mais sans moi, ou peut-être à tata, à tonton, peu importe, à une personne de confiance, pour déjà préparer bébé à cette séparation et puis surtout créer une routine autour de ça. Donc la routine, pour rappel, c'est les gestes, les mots qu'on va mettre autour d'une situation. Donc là, c'est la situation de séparation. On va créer cette routine pour pouvoir après la remettre quand on se séparera et qu'on laissera bébé soit à la crèche, soit à l'assistante maternelle. Et donc, ça peut être des mots-clés. Je t'aime, je reviens vite. Et à force de répéter, en fait, c'est par exemple, je reviens, ça va être un mot qui va lui permettre de sécréter des endorphines et de se dire, OK, je reviens, c'est quelque chose de positif. Et en plus, c'est associé au fait qu'elle revienne, enfin, papa ou maman. Et donc, je peux être rassurée et ne pas paniquer quand elle va me laisser à mon moyen de garde parce que je sais que papa ou maman reviendront. Donc, c'est important de créer une routine. Hein, Vanessa, on en parlait souvent, les routines sur les dodos, sur les siestes, sur les couchers, les bébés ont besoin de ces repères pour se sentir sécurisés. Donc, il va avoir ça et puis il va avoir aussi l'adaptation. L'adaptation, ça ne se fait pas du jour au lendemain de laisser au moyen de garde. Donc ça va être très important de pouvoir aussi voir comment votre bébé va appréhender les choses, connaître là où les personnes qui vont s'occuper de votre bébé. Alors à savoir qu'en crèche, on va se retrouver avec quand même plusieurs professionnels, mais il y a généralement une personne référente, donc vraiment de discuter avec cette personne, d'oser montrer vos émotions, vos peurs pour qu'elle puisse vous rassurer. Ça fait aussi partie de son métier. Pareil pour l'assistante maternelle et de ne pas hésiter en fait à rester un petit peu plus longtemps si besoin est, en fait, si on voit que bébé a besoin voilà, pleure un petit peu, on n'hésite pas à répondre à son besoin, à revenir, parce qu'on entend souvent non, ne revenez pas, vous inquiétez pas, quand vous partirez, il pleurera plus. Dans les premiers temps, vraiment, répondez à ce besoin pour lui donner comme information, ne t'inquiète pas.
C'est quelque chose de nouveau, mais si tu as besoin, je suis là. Si l'adaptation, par exemple, l'assistante maternelle, elle dure 2 heures, vous partez pendant 2 heures, mais qu'au bout d'une heure et demie, bah, vous avez trop envie de revenir. Bah, revenez, écoutez-vous, parce que le temps est le meilleur des actifs. Faites ça petit à petit et c'est très important en fait d'écouter ce que vous avez là. Ça, c'est primordial parce qu'on a tendance à dire non, mais c'est bon, je le fais pas, puis j'ose pas trop dire, et puis ça fait trop la maman fusionnelle, et puis c'est peut-être que je veux pas laisser mon bébé, et puis voilà, on se pose un milliard de questions, tout simplement, reconnectez-vous à votre instinct, et puis allez-y, allez-y, vous avez envie d'intervenir un petit peu plus tôt, bah, le lendemain, vous laisserez petit à petit, en fait, vous êtes en apprentissage. Le bébé est en apprentissage de son nouveau moyen de garde, mais vous aussi, c'est tout nouveau pour tout le monde. Alors justement, il y a aussi dans nos routines, on parlait aussi, tu sais, des objets, comment dire, des doudous, des langes, d'un petit drap qu'on peut laisser dans le lit, d'une petite serviette, d'un t-shirt. Pour expérience, si vous voulez, je vous partage la mienne. Quand j'ai fait l'intégration de ma petite fille, qui a été extrêmement compliquée puisque j'ai eu un bébé très malade, qui avait énormément de mal à se séparer de sa maman, moi j'avais des petits objets. Alors bon, du coup, j'avais un doudou en double avec lequel je dormais tout le temps le soir avant de la mettre à la crèche pour bien m'imprégner de mon odeur. Je ne le lavais jamais, hein. Je sais, c'est peut-être pas très propre, mais au moins je suis sûre qu'il avait mon odeur. Et j'avais gardé un t-shirt que les filles glissaient à la crèche sous le matelas de bébé. Et je leur avais même proposé, et elles le proposent d'ailleurs, elles, alors peut-être au lieu d'utiliser un drap de la crèche, vous prenez un drap de la maison qui a un peu cette odeur de la lessive de la maison qui rappelle des choses, des odeurs. Vous leur proposez, elles le mettront dans le lit de Complètement, en fait, ça s'appelle un repère olfactif. Et c'est vrai que c'est tout aussi important que voilà, les paroles, que le toucher. En fait, on va remplir le réservoir de bébé de différentes façons pour qu'il ait ses repères et qu'il se sente vraiment sécurisé. Alors pour les bébés, ça peut être ça. Pour les un peu plus grands, vous verrez, il y a des enfants, ils aiment prendre un objet de la maison. Alors, parfois, c'est pas tout le temps le même. Et puis souvent, on a tendance à leur dire non, non, bah, laisse ça à la maison, on n'emmène pas ça à l'extérieur. Mais finalement, ça peut être un objet de transition et ça peut être sa façon à lui de dire ok, j'emmène quelque chose de la maison, c'est ce qui me sécurise. Donc, n'hésitez pas à le laisser. Bon, on est OK qu'il ne va pas emmener la petite cuisine avec laquelle il joue. Ou, on parle de petits objets. Mais ça peut être leur façon de se sécuriser. Alors, justement, j'ai une question qui arrive et j'en avais répertorié plusieurs de nos mamans et de nos papas qui nous expliquaient un peu la même situation. D'un petit bout de chou qui ne s'endort pas forcément, qui ne s'endort pas tout seul et qui ne se rendort pas sans que maman l'ait allaité. Il va bientôt à la crèche, il y a une routine du soir qui est mise en place et pourtant l'enfant semble toujours fatigué. Donc il y a comme une sorte de lutte qui s'oppose entre lui et le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aider ces parents qui ont ce genre de soucis? Je pense du coup justement plus aux mamans qui allaitent puisque c'est le cas d'une maman allaitante. Donc là, l'appréhension se fait sur comment il va faire quand je ne serai pas là. C'est Ah, ça, déjà hein. qu'ils ne dort pas à la maison, alors là, à la crèche, Bon, alors on va aussi se dire que ils n'ont pas le même comportement lorsqu'ils sont avec leur figure d'attachement que lorsqu'ils sont voilà, sur leur moyen de garde. Il y a déjà, on entend souvent d'ailleurs, non, mais moi, votre enfant, il a bien mangé, il a bien dormi, et là, les parents sont complètement désemparés en disant, mais moi, à la maison, c'est une catastrophe, j'y arrive pas. C'est tout à fait normal. Bébé avec vous, bah, c'est sûr que là, s'il a l'habitude de se rendormir au sein, c'est quand même assez agréable et il voit pas pourquoi il ferait différemment. Mais quand il va pas avoir le choix, il va en fait émerger ses propres ressources et il va réussir. Évidemment, ça va mettre du temps. Il va falloir l'accompagner, le rassurer. C'est là où j'en reviens de si c'est à la crèche, la figure d'attachement, la personne de référence de l'enfant, il va falloir lui dire ça, lui expliquer. Comme ça, elle va avoir cette information et elle va pouvoir prendre le temps et savoir se dire, OK, bébé n'enchaîne pas habituellement les cycles sans être arrêté, donc il y a ce besoin de succion, il y a ce besoin de réconfort. Donc, je vais peut-être intervenir au bout de 30 ou 40 minutes où il va ressortir de son sommeil pour aller juste mettre une main sur lui pour le sécuriser et pour l'aider à enchaîner ses cycles. Et puis au fur et à mesure, en fait, il va trouver ses propres
façon de ses propres outils pour le faire lui-même. Mais vraiment, je sais qu'il y a plein de choses et que c'est facile à dire, mais on va essayer au maximum de faire confiance à nos bébés parce que depuis la naissance, finalement, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont sécurisés, ils ont eu tous les ingrédients pour pouvoir être des bébés finalement après autonomes dans le sommeil et sereins. Ça va se mettre en place petit à petit pour lui faire confiance. Il faut se faire confiance aussi en tant que parent et se dire que d'appréhender au fur et à mesure. Mais avec une adaptation qui se fait douce, avec une personne de référence qui a toutes les informations et tous les outils, il n'y a vraiment pas de raison que ça se passe mal. Alors, toujours justement pour rester à la crèche, on a un de nos parents qui nous explique que sa petite deuxième de 9 mois, qui rentre bientôt à la crèche, elle, c'est refus de doudou, refus de tétine, et ça depuis la naissance, contrairement à son aîné. Du coup, elle se demande un petit peu comment elle va pouvoir aider en fait sa fille à l'adaptation, puisqu'elle refuse tout objet de transition ou en tout cas objet de rappel de la maison. Elle s'endort souvent avec son pouce et le bébé est souvent calmé dans les bras. Donc du coup, est-ce que on peut demander à la crèche à ce que le bébé soit aussi calmé dans les bras? Parce que je sais que dans les crèches, on n'a pas forcément le temps de passer 8 heures à endormir tous les bébés dans les bras. Comment on peut essayer de trouver un petit truc, une astuce pour qu'elle arrive à trouver un rythme là-bas en se sentant bien, puisqu'elle refuse tout objet de transition. Alors, c'est vrai que les objets, on va leur proposer, mais c'est eux qui les investissent. C'est un petit peu, c'est eux qui vont décider au moment où on va essayer, puis ce sera que quelques mois parfois ou pas du tout, où ils vont investir un doudou, une tétine. Par contre, on peut toujours avoir ce t-shirt dont tu parlais ou ce tissu avec l'odeur qu'elle mettra dans le lit qui rappellera cette odeur. Ça, elle n'est pas obligée de l'investir, enfin, je veux dire, de téter ou de toucher, c'est là, c'est juste l'odeur, c'est le repère olfactif. Donc déjà, ils peuvent déjà faire ça. Et ensuite, en fait, ils ont besoin au départ d'être au bras et en crèche, ils le savent. Ils le savent qu'au départ, ils vont passer un petit peu plus de temps et que ça va être possible. Mais encore une fois, la communication va être très importante. Alors, évidemment, ils ne pourront pas passer énormément de temps à bercer bébé. De toute façon, on pourra en reparler. On ne berce pas bébé longtemps parce que ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon timing. Quand on passe plus de 20 minutes à bercer son bébé, c'est que déjà là, on n'a pas couché bébé au bon moment ou le train du sommeil était déjà parti. On est arrivé après les signes de fatigue et donc du coup, il vaut mieux lui reproposer 20-30 minutes après plutôt que d'insister. Ça, on pourra en revenir après si tu le souhaites. Mais en tout cas, oui, ils prennent au bras. Il faut en discuter avec eux, il faut voir la directrice, il faut vraiment avoir confiance aux professionnels qui vont être avec bébé et leur donner toutes les informations. Mais encore une fois, en crèche, bébé ne va pas se comporter comme à la maison et vous allez être très surpris et même parfois envieux d'ailleurs de ce qui se passe à la crèche. Donc voilà, il va falloir appréhender au fur et à mesure que des réactions de bébé et s'ajuster au fur et à mesure. Alors, justement, tu parles de réaction en mieux, et ça me fait penser à une des questions qu'on a reçues d'un petit garçon de 13 mois qui s'endort sans bras, sans être versé à la crèche. Tout est nickel, tout est merveilleux, la chance. Et à la maison, c'est tout l'inverse. Il a besoin des bras, d'être porté, que ce soit pour les siestes, que ce soit pour la nuit. Comment on fait justement pour quand c'est un peu galère à la maison et que ça se passe nickel à la crèche pour faire en sorte que ça se passe comme à la crèche en fait? Comment lui faire comprendre que même à la maison, voilà, il faut qu'il ait ce rythme, etc. Parce que du coup, c'est vrai qu'on est un peu perturbé, on se dit ça se passe nickel à l'extérieur et à la maison, c'est une catastrophe. Alors, il faut voir les horaires de la crèche, peut-être qu'elles conviennent mieux à bébé par rapport à son horloge biologique interne, donc à voir sur les horaires. Après, encore une fois, bercer au bras, c'est le fait de poser son bébé en peau à peau. Il y a quand même cet échange hormonal, cet échange d'endorphine, d'ocytocine qui passe et qui rassure bébé. Donc, ils vont vouloir être bercés. Après, encore une fois, il va falloir peut-être voir au niveau de l'horloge parce que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il n'a pas de problème avec le sommeil et qu'a priori, il enchaîne bien ses cycles, il s'endort correctement. Donc, finalement, le sommeil n'a pas l'air d'être un souci pour lui, mais c'est peut-être en effet un réajustement d'horloge biologique, peut-être aussi un apprentissage à s'endormir de façon peut-être semi-autonome, c'est-à-dire bercer bébé pendant 10-15 minutes et puis le déposer semi-réveillé dans son lit en rassurant. Et tout ça, c'est un apprentissage qui met bien 21 jours pour de répétition de ça. Donc, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là.
Moi, j'irai regarder du côté des horaires. Et puis après, c'est les parents qui impulsent aussi les nouvelles choses. Et quand on sort bébé d'une zone de confort, il a l'habitude d'être bercé, bah, avec ses parents, il va demander à être bercé. Et quand il va être déposé pour la première fois dans le lit, il va semi-réveillé, par exemple, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il va certainement protester et c'est OK. Mais là, c'est aux parents d'accompagner, de rassurer les mots-clés. Lui répéter toujours la même chose. Je t'aime, c'est universel, vous le dites depuis la naissance. Donc, c'est quelque chose qui, chez les enfants, ont assimilé à vraiment du positif et à cette sécrétion d'endorphine, donc d'hormones du bien-être. Donc, voilà, tu es capable, tu vas réussir, ça va aller. Puis, répéter ça sur plusieurs semaines pour que bébé puisse investir ça. Mais s'il le fait à la crèche, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas à la maison. Là, on parlait d'un cas d'un bébé qui est déjà quand même, on était sur une question d'un bébé qui a plus d'un an. Sur plus des nourrissons, vraiment des nouveau-nés, un bébé de 3 mois, dont nous fait part alors, je reprends la question, hein. D'une petite fille de 3 mois qui est allaitée entièrement et qui va aller chez la nounou. Le bébé ne dort que 10 heures par jour et n'accepte aucune tétine, ni biberon, ni sucette, ni pouce. La maman est un peu craintive pour les repas comme pour l'endormissement. Est-ce que c'est la même technique? Alors, 3 mois, c'est encore là, elle atterrit tout doucement de la planète utérus. Hein, on n'a pas de rythme établi, on est un peu tout à la demande. Donc, c'est ce que va faire l'assistante maternelle, je crois que c'est ça. Ça va être un peu à la demande, elle va dormir, elle va manger. Le biberon, c'est un apprentissage. Donc, je sais, ce que je vois en consultation, c'est dire, ah, mon bébé ne veut pas de biberon parce que ils ont essayé peut-être 3-4 jours, une fois par jour. Puis après, c'est vrai que le bébé a protesté, donc ils ont dit, bon, non, tant pis. Mais vraiment, un apprentissage, ça se fait sur le long terme et plusieurs fois par jour. Donc, proposez-lui plusieurs fois par jour pour qu'elle puisse... donc, que bébé puisse assimiler, en fait. C'est pas la même succion hein, au sein et au biberon. Donc, il faut lui laisser le temps. Et puis, c'est tout nouveau. Donc, vraiment, il n'y a pas de raison qu'elle ne le prenne pas, mais il faut vraiment prendre le temps. Toujours. Ça reste un apprentissage, tout comme le sommeil, comme la marche, comme la diversification. Donc, là, à partir de 4 mois, il y a un rythme qui va commencer à se mettre en place. Et puis, ils pourront vraiment structurer la journée. Mais là, c'est encore un peu tôt. Donc, la nounou va faire un peu au gré des signes de fatigue. Et il y a en plus plusieurs siestes normalement par jour. Par contre, j'entends que ce bébé dort 10 heures sur 24 heures. Je pense que c'est ça. Donc, il y a peut-être autre chose dans ce cas-là. Il y a peut-être un frein au sommeil qui fait que bébé est peut-être inconfortable. Est-ce qu'il y a un reflux gastro-œsophagien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à trouver son sommeil? C'est peut-être comme alors, je rejoins les deux situations parce qu'il y a une autre de nos mamans qui nous explique que son bébé de 3 mois et demi lui fait des cycles de 40 minutes dans une journée, 3 à 4 fois par jour. Il ne sait pas se rendormir tout seul. C'est vraiment assez compliqué. Il s'endort que au sein ou que dans les bras. Alors que par contre, dans la nuit, il va être capable de dormir plus ou moins correctement. Il va s'endormir vers 9h30 pendant 10 heures, avec quelques tétés de 5 minutes de temps en temps dans la nuit. Mais globalement, la nuit, c'est mieux. C'est plus l'endormissement en journée qui est compliqué. Alors ça, moi, ça me fait penser aux horaires. Peut-être que ce n'est pas le bon timing. Il a quel âge ce bébé? 3 mois et demi. 3 mois et demi. Il y a peut-être quelque chose en termes de si la nuit il dort bien et qu'il se réveille que pour téter. Alors, il faut savoir, hein, j'ouvre et je ferme une parenthèse, mais quand on allait, il faut savoir qu'il y a des réveils physiologiques la nuit vers 23h, 3h, 5h, au moment où vous avez des montées de prolactine. D'accord? Donc, bébé va se réveiller de façon physiologique pour venir stimuler votre lactation, pour venir téter, donc votre lactation, pour que votre lactation reste à flot. Donc, ça, c'est des réveils que vous aurez tout au long de l'accouchement, de l'allaitement, pardon. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Après, si c'est 3 réveils, c'est OK. Après, en journée, 40 minutes, en fait, ça veut dire qu'il fait un cycle et qu'il n'arrive pas à se rendormir. Donc, ce que vous pouvez faire, un conseil, c'est déjà de savoir si les fenêtres d'éveil sont bonnes. Mais là, 3 mois et demi, on est encore un petit peu
On dit 3 mois et demi, 4 mois, on peut mettre un rythme et à partir du moment où il se réveille le matin, son réveil physiologique qui est par rapport au cycle circadien, donc lever, coucher du soleil, on est entre 5h30 et 7h. À partir du moment où il se réveille là, on va calculer une fenêtre d'éveil d'à peu près de 45 minutes à cet âge-là. D'accord? 3 mois et demi, 4 mois. Et c'est à ce moment-là qu'on va dans la chambre et qu'on essaye de lui proposer. S'il se réveille quand même, alors qu'il est couché au bon moment, qu'il s'endort normalement, un endormissement, c'est ce que je vous ai dit, hein, ça dure, il s'endort dans les 10-15 minutes, puis après, généralement, je conseille de garder bébé pour cet échange hormonal, pour sécuriser. Mais après, si on veut l'aider à faire enchaîner ses cycles, c'est y aller quand il dort encore, donc il se réveille à 40 minutes, on y va à 35 minutes et on vient sécuriser avec une main, lui tapotant les fesses, mais quand il dort encore, pour pas qu'il remonte complètement, mais qu'il puisse replonger sans se réveiller. Parce que s'il se réveille et qu'il voit papa ou maman, forcément, il ne voudra plus redormir parce que vous êtes stimulant pour lui. Et alors, du coup, ouais. C'est ça, c'est toujours ce problème en fait qui revient de manière récurrente chez nos parents. C'est voilà ce souci qu'ils ont déjà à réussir des endormissements de manière un petit peu plus pas stratégique mais habituelle. Et là, on a une maman d'un bébé de 5 mois qui refuse l'endormissement depuis sa naissance. Dès qu'elle comprend qu'elle va aller devoir dormir, c'est des pleurs, c'est des hurlements. Et en fait, elle se laisse aller seulement quand elle est entêtée ou en promenade ou en portage. Écoute, j'ai vécu la même chose, donc je comprends. Et le lit, c'est un calvaire. Elle y passe 30 minutes, 1 heure en journée Eh oui. et pas plus d'1 heure le soir. Et les siestes, ça se passe en portable. En portage. Elle a l'adaptation chez la nourrice cette semaine. Alors là, est-ce qu'il n'y a pas un inconfort gastrique qui fait que bébé ne s'endort que de façon verticalisée. Donc, allez voir si bébé mâchouille pas, ne ravale pas des glaires, comment sont ses selles. Est-ce que c'est un bébé qui se cambre? Alors, c'est pas se cambrer, et ça peut énormément, mais ça peut juste être dormir la tête en arrière. Ça, ce sont des positions antalgiques qu'adoptent les bébés pour se soulager quand ils ont des reflux. Les reflux gastro-œsophagiens peuvent être internes et pas très perceptibles, hein. Mais à partir du moment où le bol alimentaire ne va pas dans le bon sens, ça vient inflammer l'œsophage, ça vient remonter, finalement, ça vient sortir bébé de son sommeil. Donc, ça peut être ça, une façon d'être verticalisé. Après, il faut aussi aller voir tout contexte d'arrivée de bébé, comment bébé est arrivé, est-ce qu'il est arrivé facilement, est-ce que ça a été une PMA par exemple, une fille où ça a mis un peu plus de temps, donc ça peut aussi jouer un peu sur la séparation parce que le sommeil, hein, d'aller dans son lit et de se séparer de maman, d'aller dormir, c'est une séparation. Ça peut être aussi la grossesse qui n'a pas été, où il s'est passé des événements, donc à travailler, ça peut être l'accouchement aussi qui peut être traumatique et qui peut dire à bébé, je ne veux plus être séparée de ma maman, j'ai déjà été un peu séparée, donc là c'est terminé, je veux plus. Donc ça se travaille avec de la kinésiologie ou encore de la microkiné, où on va travailler les blocages des mémoires cellulaires, tout ce qui va être transmission en fait transgénérationnelle. Donc ça c'est assez passionnant. Je vous invite à aller regarder un peu, si vous ne connaissez pas, vous renseigner. Et c'est vrai que parfois, de verbaliser, de travailler sur ces blocages des mémoires, et ça peut libérer certaines choses. Alors, je sais on l'avait déjà évoqué, et certains pédiatres le recommandent, certaines maternités le recommandent. Après, ça dépend des lieux où on accouche ou comment ça s'est passé durant la grossesse. Mais aussi, on recommande souvent d'aller faire 1 ou 2 séances d'ostéopathie en début de vie chez un bébé ou aux alentours de 3 mois, 3-4 mois, quand commence à y avoir ces séparations et qu'on se rend compte que il dort toujours pas bien, il est toujours pas à l'aise dans son lit, les nuits sont très compliquées, qu'on allait ou qu'on n'allait pas. Des fois, ça peut aider aussi à débloquer certaines choses. Euh, je pense des fois à des petits torticolis parce que le bébé n'arrive pas toujours à faire comprendre ce qui se passe chez lui ou son mal-être. Et ça arrive souvent en refusant de dormir. Donc, est-ce que c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place? Moi, je conseille après, il faut que l'ostéopathe le fasse, mais au bout de 10 jours, même 1 semaine, 10 jours, d'aller voir l'ostéopathe parce que dans le ventre, selon la position, bébé, en effet, a pu avoir un torticolis, même des tensions au niveau de sa bouche, qui peut d'ailleurs générer un début d'allaitement un peu compliqué. Donc, le fait de libérer ces tensions peuvent aussi libérer cet allaitement, en tout cas faciliter
l'allaitement. S'il y a des tensions au niveau de la mâchoire, il y aura des tensions au niveau des cervicales, des épaules. Donc, bébé ne va pas vouloir être déposé parce que déposé dans le lit, c'est être douloureux. Il sera mieux verticalisé et puis contre papa et maman. Donc, oui, en effet, l'ostéopathie est intéressante. Elle est aussi très intéressante en cas de césarienne parce que l'ostéopathe va faire revivre via des manipulations au niveau crânien la naissance à bébé parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu toutes les étapes voilà, de l'accouchement par voie basse. Donc, il va faire revivre et ça a aussi libéré des tensions. Donc, oui, l'ostéopathe, c'est important d'y aller et j'ai envie de dire d'y aller assez régulièrement parce que même pour les bébés plus grands, quand ils commencent à se développer au niveau physique, ben, ils vont avoir des tensions. Je veux dire, quand ils commencent à se mettre debout, enfin, ils font assis, debout, assis, debout. Je vous mets au défi de faire des squats toute la journée comme eux, ils le font. Ça fait des tensions articulaires. Ça peut aussi impacter le sommeil parce qu'ils sont, voilà, c'est des poussées inflammatoires. Hein, ils ont des pics de croissance aussi. Donc, l'ostéopathe va vraiment travailler. Il va travailler tout ce qui est postural, mais il va aussi travailler tout ce qui est viscéral. Donc, c'est très intéressant. Là, moi, je rebondis à présent sur une maman qui a deux enfants de 14 et 30 mois, pour qui les deux, le sommeil est compliqué. Alors, pour le plus jeune, elle a commencé, elle veut tenter la méthode chronododo. Tu pourras peut-être me dire exactement ce que c'est. Et pour le plus âgé, celui de 30 mois, ça a l'air d'être une assez grosse cacophonie. Et toutes les excuses sont bonnes pour ne pas aller au dodo. Il y a plusieurs réveils dans la nuit. Et souvent, c'est tellement dans le bruit, il y a énormément de pleurs, de hurlements, qu'elle a peur justement que ça réveille le plus jeune. Comment elle peut essayer de gérer ces perturbations? Alors, c'est vrai, quand on a des enfants rapprochés, on se dit toujours, oui, si lui, il pleure, on va réveiller l'autre, etc. Donc, c'est assez angoissant. Il faudrait, encore une fois, voir le rythme, il faudrait voir tout ça. Je vais rebondir parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, cette histoire de chronododo. Le chronododo, c'est... en fait, vous allez laisser pleurer bébé de façon en augmentant le temps au fur et à mesure des jours pour lui apprendre à dormir. Donc, en fait, ça reste de l'apprentissage par le pleur. Et déjà, quand je dis ça, je pense que j'ai tout dit. Apprendre, même nous, hein, si on nous apprend en nous mettant la pression comme ça, ou voilà, ça ne fonctionnerait pas, l'être humain n'est pas comme ça. Après, je peux comprendre qu'on y pense parce que déjà, on en parle beaucoup. Et on se dit, est-ce que ce ne serait pas ça qu'il faudrait faire? Est-ce que je suis trop fusionnelle avec mon bébé? Est-ce que je l'ai trop porté? Est-ce que je ne le laisse pas libre? C'est pour ça, il veut de moi. Mais je pense que vraiment, il y a des choses à comprendre. En fait, bébé, quand il ne dort pas, quand il ne mange pas, quand il communique avec nous. Et d'ailleurs, quand il ne mange pas, ça va tout de suite nous interpeller. On va aller voir le médecin. Le médecin va aussi réagir et le sommeil un peu moins. Alors que le sommeil est tout aussi important. Si on prend la pyramide de Maslow, c'est vraiment un des fondamentaux, même pour nous adultes. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un sujet qui tracasse aussi les parents parce qu'on parle des bébés, mais il y a un manque de sommeil aussi du côté des parents et c'est une torture. C'est la santé mentale qui est mise à rude épreuve. En plus, il y a deux enfants en bas âge rapprochés, où là, ça fait des années où les parents ne dorment plus, ils se disent, mince, est-ce que, puisque tout le monde me dit de peut-être le laisser pleurer ou d'arrêter d'être fusionnel ou de ne pas l'avoir au bras. Et je pense sincèrement que tout ça, c'est des fausses croyances et que maintenant, on a des études. Allez voir du côté du Canada, il y a des études sur le cerveau, sur la neuroscience et vraiment l'apprentissage par le dressage, ça ne fonctionne pas. Alors oui, au bout de 3 jours, je ne sais plus combien de temps c'est chronododo, bébé va pleurer énormément. Donc, au niveau physiologique, en fait, c'est un taux de cortisol très élevé. Et puis, il va s'épuiser, et puis il va finir par dormir. Mais il n'aura pas compris le processus. Il aura juste compris que il pleure, mais on ne répond plus à ses besoins. On ne répond plus à ses pleurs. Donc, du coup, il va arrêter de pleurer, il va dormir. Mais alors oui, il va dormir, ça c'est sûr. Mais d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou peut-être à l'angoisse de séparation de nouveau, ou au développement psycho-émotionnel à 2 ans, il va avoir un rebond important parce que bébé va être, au niveau émotionnel, ça va être encore plus exacerbé. Donc j'invite vraiment Alors, le but, c'est pas de culpabiliser si vous êtes déjà passé par cette méthode. C'est pas grave, en fait. C'est pas délétère, vous vous rendez compte. Mais
c'est important de comprendre le fonctionnement de son bébé et c'est ce qu'on fait vraiment au centre, c'est de vous donner des outils. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas là en disant, oui, en 15 jours, bébé dormira, parce que ça ne fonctionne pas avec un petit être humain qui est en développement physique et psychique. Mais en tout cas, le fait de savoir, de comprendre ce fonctionnement, de comprendre son bébé, bah, déjà, on arrive à prendre de la hauteur et à réussir, en fait, à mettre des choses en place. Parce qu'évidemment, bah, lors des régressions, qui finalement sont du développement. Donc, on va parler des dents, on va parler du développement aussi physique ou des acquisitions motrices. Il va avoir des régressions. Mais entre-temps, on peut mettre des choses en place tout en réajustant son horloge ou bien parfois des bébés qui pleurent depuis longtemps, c'est parce qu'on passe peut-être à côté d'un inconfort gastrique ou de tension, de restrictions de mobilité buccale, peut-être des restrictions de freins buccaux. Vous voyez, il y a quand même des choses à aller voir de façon un peu plus profonde pour trouver pourquoi bébé ne dort pas et qu'est-ce qu'il essaye de nous dire par ça. Alors, justement, il y a une autre période de la vie qui est parfois un peu compliquée aussi à gérer quand on a un bébé. C'est quand on arrive à la période des 8-9 mois où tu as bébé se rend compte que c'est un être humain séparé de sa maman, que voilà, c'est un autre corps, une autre enveloppe. Et on a certains de nos parents qui, bébé fait leur entrée en crèche à cette période. Donc une période déjà très compliquée à gérer à la maison. Comment on fait pour la gérer en plus à la crèche ou chez les nounou? Alors, c'est important déjà. Je pense que c'est essentiel que je vous dise ça, c'est que c'est important que bébé passe par cette phase parce que ça fait partie de son développement. D'accord? S'il ne fait pas d'angoisse de séparation à cet âge-là, il fera une encore plus exacerbée plus tard parce c'est important d'avoir qu'ils prennent conscience qu'ils ne font plus qu'un avec maman. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on répond aux besoins de bébé. Quand il y a une régression au sommeil, bébé, on va imaginer que bébé, voilà, ils avaient trouvé un rythme et bim, il y a l'angoisse de séparation. C'est pas grave, on va peut-être redormir avec son bébé, peut-être passer des moments de qualité, refaire du pot à pot, prendre des bains, essayer de répondre au maximum. Plus vous répondrez dans cette phase et moins vous serez ah non, tu dormais bien, maintenant ça y est, et plus ce sera long. Donc répondez à ses besoins et de toutes les façons, là, quand bébé même hors angoisse de séparation, va rentrer à la crèche ou chez l'assistante maternelle pour la première fois, il va falloir multiplier les moments de qualité en fait avec lui. Donc je parle pas de quantité, c'est qualité, c'est-à-dire que je vais être avec mon bébé, même si c'est 20 minutes, une demi-heure, mais voilà, je vais laisser mon portable à côté, je vais être connectée à lui, je vais le regarder dans les yeux, voilà, on va se nourrir l'un l'autre et on va multiplier ces moments parce que on est dans une phase importante et d'autant plus quand c'est la phase de l'angoisse de séparation. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions aussi, pas forcément sur le dodo la nuit, pour qui ça se passe bien, mais des parents qui ont vraiment du mal à mettre en place les siestes à la maison et qui, du coup, se demandent à la crèche ou à l'école, plus à la crèche, comment ça va se passer s'il ne fait pas du tout de sieste, surtout quand il est dans la section des petits et des moyens, puisque de plus en plus dans les crèches, souvent quand vous êtes en section grand, certains ont peut-être déjà des temps calmes ou des coins un peu à eux quand ils ne sont pas dans les dortoirs. Comment on fait pour réussir à la mettre en place, cette sieste à la maison, sans que ça dure pendant 8 heures pour l'endormir et qu'on arrive déjà à 16 heures qu'il n'est plus forcément l'heure de la sieste? Non, c'est là. Ce que vous pouvez faire, qui est un outil intéressant, c'est de remplir un tableau. Un tableau où vous allez noter ses signes de fatigue, vous allez noter quand est-ce qu'il se réveille, quand est-ce qu'il a ses premiers signes de fatigue, combien de temps il a dormi, combien de temps a duré l'endormissement, etc. Vous faites ça pour la journée et ça va en fait, vous permettre d'intervenir avant les signes de fatigue pour le coucher au bon moment. Par exemple, il se réveille à 7 heures et je vois qu'à 8h30, il a des signes de fatigue, il est ronchon. Vite, j'y vais, je vais le coucher. Et là, c'est la folie, il ne veut pas, il se réénerve. Puis après, j'ai l'impression que j'ai réussi au bout d'une demi-heure, je le pose, hop, il se réveille. Voilà. Donc ça veut dire que c'était trop tard. Et le fait de savoir qu'à 8h30, il me dit, ah oui, mais c'est vrai qu'à 8h30, il a déjà ses signes de fatigue. Bim, je sais que je vais coucher maintenant à 8h. Je vais commencer à aller dans la chambre pour faire mon rituel, pour remplir son réservoir affectif, pour le mettre en condition
pour qu'il puisse être serein lors de l'endormissement. Plus il sera serein lors de l'endormissement, plus il arrivera à enchaîner ses cycles. Donc, remplissez ce petit tableau parce que finalement, quand on est la tête dans le guidon, on a un peu de mal à retenir tout ça. Et un tableau sur 4 jours, hein, ça suffit. Ça va mettre en lumière tout ça, tous ces éléments et ça va vous aider à structurer votre journée. D'accord. Alors, je switch un peu puisqu'il nous reste peu de temps malheureusement déjà. Comme d'habitude, ça passe comme un éclair. Je vais passer sur des enfants un peu plus grands qui justement font leur entrée en première année de maternelle où c'est encore un nouveau rythme, c'est encore différent, encore autre chose de la crèche. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, savoir si en première année, il y a encore des siestes? Est-ce que l'enfant peut se reposer, peut dormir un peu dans la journée? Ou est-ce que c'est toutes les écoles qui le font? Est-ce que c'est à la demande? Comment ça se passe un petit peu pour savoir si l'enfant, progressivement, peut quand même conserver un certain rythme, puisque c'est une nouvelle cadence. Et on le ressent déjà aux premières vacances où les enfants sont déjà souvent KO. Ils sont très, très fatigués lors des premières parce que c'est très riche, ils sont très stimulés. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ils sont plus dans le cocon de la crèche ou de l'assistante maternelle ou même des parents hein, qui ont réussi à prendre le congé maternité ou paternité jusqu'au bout. Donc, en fait, il y a des siestes qui sont proposées l'après-midi. Donc, ils peuvent se reposer sans problème. En deuxième année de maternelle, déjà, c'est plutôt des temps de repos. Il n'y a plus forcément de sieste imposée. Ça va dépendre des écoles. Encore une fois, rapprochez-vous du professeur. Voilà, confiez-lui vos craintes, vos peurs. Ils ont l'habitude et ils vont vous rassurer. Quelques mots suffisent parfois pour vous rassurer. Ils font, demandez-leur... ce qui peut surprendre aussi, c'est quand chez l'assistante maternelle ou en crèche, il y a un bilan qui est fait lorsque papa et maman vont chercher leur bébé. On a tous les détails, hein, combien de sel, ce qu'ils ont mangé, ce que c'était bien et tout ça. C'est pas tellement ce qui se fait à l'école. Et puis les enfants retiennent bien ce qu'ils font à l'école. Ils ne disent rien, ils gardent bien ça pour eux. Donc, vous allez peut-être ça va peut-être être frustrant pour vous, mais n'hésitez pas à les solliciter le professeur pour la maîtresse, le maître pour lui dire voilà qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a bien mangé, ça va vous rassurer, puis petit à petit en fait vous allez vous habituer. Le premier trimestre c'est vraiment une étape pour l'enfant mais aussi pour les parents, d'accord? Donc le week-end calme, on ne fait pas trop d'activités, on passe des moments de qualité en famille, voilà, on se régénère tous ensemble, on fait des choses calmes, pas trop les stimuler parce qu'en effet au départ c'est un petit peu c'est un rythme qui est assez intense. Ce que je disais au début aussi, c'est n'hésitez pas à aller avant la rentrée là prendre la photo de l'école, aller avec votre enfant, repérer l'école, lui dire ça va être chouette. En fait, redéfinir un peu cette rentrée scolaire où c'est oh là là, on va se séparer, ça va être dur, t'inquiète pas, lui dire t'es capable, ça va être chouette, tu vas avoir des copains et vraiment faire des visuels pour l'aider à comprendre que ça va être un moment vraiment très intéressant. Il y a des tableaux aussi de routine hein, qui vont être intéressantes. Le matin, hop, une petite photo de lui avec son petit sac d'école et la poser, hop, ça y est, on va à l'école, lui dire quand est-ce qu'il n'y aura pas école pour qu'ils puissent un peu visualiser, ça va être important. En fait, on va mettre des routines et des mots-clés qu'on a dit pour les bébés, c'est aussi valable pour eux. Tu es capable, ça va bien se passer. Et puis là, vous allez vraiment prendre de la hauteur en tant que parent et observer comment votre enfant vit tout ça. Et avec vos observations, vous allez pouvoir ajuster vos conseils. Il s'adapte bien? Est-ce que c'est un rythme qui est plutôt compliqué? Donc peut-être qu'on peut, s'il y a possibilité, venir le chercher plus tôt. Ou il y a des fois, on peut récupérer les enfants l'après-midi si les parents, bien sûr, peuvent le faire avec le travail, mais pour alléger leur emploi du temps, donc ou venir le chercher une fois à la cantine s'il y est toute la semaine. Voilà, essayer d'ajuster au fur et à mesure. Mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Alors justement, c'est vis-à-vis du sommeil. Les horaires sont peut-être modifiés. À la crèche, il arrivait peut-être un peu plus tard, ou un peu, enfin, ça dépendait. Là, souvent à l'école, les horaires sont imposés. Il ne faut pas louper le créneau de la dépose. Et il y a un nouveau rythme le matin. Pour certains enfants, ça peut être plus compliqué de se lever parce qu'il faut probablement se lever plus tôt. Et l'horaire du coucher n'est peut-être pas encore changé. Alors vous sentez l'enfant extrêmement fatigué. Certains parents me l'ont fait remarquer. Est-ce qu'il faut coucher l'enfant plus tôt? Comment faire pour qu'il ait son quota de sommeil?
Alors, en effet, on va se réadapter, on va s'ajuster à son enfant. Ça ne veut pas dire que si on couche plus tôt, on va le coucher plus tôt pendant l'année qui va suivre. Donc, c'est vraiment l'observation qui va être importante. On peut commencer une routine à 18h30. Hein. On peut même la commencer à 18h. Je veux dire, bébé, on sent que, enfin, bébé, grand bébé, fatigué. Donc, on commence la routine. La routine, on la commence avec le repas. Le repas est un moment stimulant. Donc, je conseille souvent de faire le repas et ensuite d'aller prendre le bain. Le bain, c'est un moment où il se décharge. Alors, c'est sûr, souvent, ils me disent, oh, bah, il se détend pas du tout dans le bain. C'est pas vrai. C'est sûr qu'il va pas se mettre comme ça, comme nous, dans un bain en train de se détendre. Ils vont plus se décharger. Mais c'est très bien, ils se déchargent. Et puis, l'eau, ça rappelle la vie in utero. Donc, c'est très intéressant et en plus la chaleur va permettre de sécréter les bonnes hormones pour aller se coucher. Donc voilà, le repas à 18h30 ou même 18h si on voit que vraiment bébé c'est compliqué. Et puis après, on enchaîne avec le bain et puis le rituel. On s'adapte de cette façon. L'idéal, c'est de coucher bébé pas plus tard que 20h, 19h30, 20h. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tous les parents de pouvoir avoir récupéré son enfant à 18h. Bien souvent, on a les transports dans les pattes, on n'est pas forcément à l'heure. Les horaires de bureau fait que des fois, on arrive même à récupérer l'enfant pile poil à la sortie du centre à 19h. L'enfant est vraiment KO. Donc, en termes de timing, des fois, c'est pas forcément évident. Si on n'arrive pas à donner le bain tous les soirs à son enfant, est-ce qu'il y a d'autres petites méthodes pour le calmer, pour l'aider à aller au lit pas trop tard quand même? Oui, si c'est pas le bain, eh ben on fait au gant par exemple, et puis on va remplacer par un moment de petit massage. Alors vraiment un massage qui va pas être long, mais qui va permettre d'actionner le toucher et de vraiment voilà passer un moment de qualité. Évidemment, même parfois les enfants vont pas vouloir manger ou vont vraiment grignoter. On n'insiste pas de toute façon. Ils s'autogèrent. Donc, s'ils n'ont pas faim, qu'ils sont trop fatigués, le but, c'est pas de générer énormément de frustration. On est quand même dans un âge où on a un développement psycho-émotionnel, donc les émotions sont exacerbées. On a le lobe frontal encore qui est toujours pas mature, donc tout prend beaucoup d'ampleur, tout est exacerbé, les frustrations, les émotions positives, négatives, surtout en fin de journée. Donc, voilà, on évite et on met beaucoup de visuels. Je vous dis, les tableaux, on peut mettre aussi en place un sablier qui va permettre de cadrer un petit peu quand commence l'activité, à la fin du sablier, je sais que ça termine. On peut mettre en place aussi, il y a une boîte qui est intéressante qui est le Morphée. C'est une boîte de sophrologie pour enfants. Donc ça permet vraiment de détendre bébé, de passer aussi un moment avec papa ou maman pendant le rituel, de se poser, d'écouter. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment limiter les frustrations au maximum parce que ils risquent voilà, de se décharger dans ce sens. Et alors, justement, pour les enfants qui rentrent en première année de maternelle, j'ai eu la question de savoir, est-ce qu'on apprend à l'enfant à se passer de sieste à la maison le samedi et le dimanche? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait ou est-ce qu'on maintient cette sieste qui peut être salvatrice et aider justement à récupérer de cette semaine qui est quand même assez intense? Ça va dépendre des enfants. Il y a des enfants qui déjà suppriment les siestes. Alors, quand les enfants ne veulent pas, on s'adapte. Hein. S'il veut dormir, il dort. On essaye juste qu'il se réveille parce qu'il y a des bébés justement qui dorment beaucoup, 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 énormément. Et du coup, ça impacte l'endormissement du soir. Donc, le but, c'est de ne pas se coucher trop tard non plus le week-end pour garder un rythme quand même assez cohérent avec la semaine. Mais lorsqu'il ne veut pas faire de sieste, dans ce cas-là, on fait un temps de repos. Quoi qu'il arrive, on instaure après le repas un temps de repos où on va diminuer, même arrêter les interactions. Tout le monde se pose avec une petite méditation, une petite sophrologie comme avec le petit Morphée pour vraiment on se pose et avoir un regain d'énergie. Sinon, les journées sont très longues, même quand ils sont un peu plus grands comme ça. Donc, on n'hésite pas. Mais en effet, il y a des enfants qui suppriment les siestes à l'âge de 2 ans. J'ai souvent la question en disant, mais qu'est-ce que je peux faire? On ne peut pas le forcer à dormir. Par contre, on peut instaurer ça. C'est-à-dire, après le repas, tout le monde, même les grands frères, même papa, maman, tout le monde se pose. Et généralement, je conseille de faire ça dans son univers, dans un petit. S'ils ont un lit au sol, c'est assez pratique. Ils prennent un livre, ça leur permet en fait d'intégrer des outils aussi où, hop, ils sont calmes et qu'après, les activités reprennent. Et après, et justement dans cet environnement où il n'y a plus de sieste, est-ce qu'on maintient un heure de coucher habituel ou est-ce qu'on le couche plus tôt, vu qu'il n'y a pas eu de sieste, mais juste un temps de repos? On peut avancer la routine d'une demi-heure.
parce qu'ils risquent d'être un peu... Mais il y en a, ils sont assez résistants. Ils suppriment les siestes assez rapidement et c'est pour ça, on n'hésite pas. Le matin aussi, voilà, ils se réveillent vers 9 heures. Mais un temps de repos, ça peut se faire en poussette, hein. Vous allez vous promener en pleine nature dans un parc pendant 20 minutes, ils regardent les arbres, c'est très bien. C'est juste le temps d'avoir des petits moments de pause parce que sinon, encore une fois, ils sont très, très stimulés. Et pour eux, plus ils sont stimulés, plus ils vont être énervés, plus ils vont être ronchons, plus ils vont sécréter du cortisol, ils vont être énervés. Enfin, en tout cas, avoir des tempêtes émotionnelles, des frustrations. Et souvent, les nuits sont très agitées quand c'est comme ça. Les endormissements aussi sont longs. Un peu comme nous, quand on est énervé, on a une journée très stressante on va avoir un endormissement agité et puis la nuit, on va un peu se réveiller. Alors nous, on a le cerveau mature pour réussir à se rendormir assez facilement, mais sinon, bébé va vous appeler pour se rendormir. Voilà, ça va sortir de son sommeil. Alors justement, dans ces nouvelles atmosphères, que ce soit à la crèche et je pense à l'école aussi, euh, euh, les enfants peut-être avant dormaient bien, mais et certains parents m'ont expliqué que depuis la rentrée à la crèche, les nuits c'était catastrophique, c'était extrêmement compliqué. Alors est-ce que l'enfant peut être complètement perturbé par cet environnement et comment on peut le rassurer? Oui, il faut se laisser. C'est un peu comme le retour des vacances. Le retour des vacances, il faut du temps pour que bébé réinvestisse son univers, réinvestisse en fait tout ce il faisait avant. Donc, encore une fois, c'est le temps. Et pareil pour la crèche, c'est vraiment une étape de son développement. Il faut le voir comme ça plutôt que voilà, une rentrée lambda. C'est vraiment quelque chose. La séparation fait partie de son développement. Et donc, du coup, il faut qu'il assimile au niveau du cerveau que son fonctionnement va être différent, qu'il va plus être tout le temps avec papa ou maman, il doit s'habituer à d'autres personnes. Donc, c'est très stimulant. Il y a beaucoup d'énergie qui passe, hein. Je veux dire, il était gardé par que maman, parfois papa peut-être. Et d'un seul coup, il passe avec s'il est en crèche, avec plein d'enfants, voilà, de personnes, de professionnels. Donc, pour lui, ça met du temps. Et donc, comme un apprentissage, c'est souvent 3 semaines où on voit que bébé va réussir, au bout de 3 semaines, à vraiment reprendre son équilibre. Alors, je reviens justement sur nos bébés, puisqu'on a énormément de questions sur cette partie, voilà, dans le peu de temps qui nous est encore imparti, justement. D'une de nos mamans qui a un bébé de 13 mois et qui ne s'endort que en poussette. Comment on peut l'aider à s'endormir dans son propre lit? Alors, il faut savoir déjà se poser la question pourquoi il s'endort en poussette. Est-ce que c'est depuis la naissance? Est-ce que c'est une poussette qui est inclinée? Est-ce qu'il est plus confortable quand il est plus verticalisé? Donc, peut-être que le lit, on peut le rehausser aussi. Donc, voilà, savoir pourquoi. Est-ce qu'il est contenu dans sa poussette? Est-ce que comprendre ce qui le rassure dans cette poussette plutôt que dans le lit? Alors, est-ce que quand il s'endort en poussette, après, il arrive à être dans son lit et là, après, il enchaîne ses cycles? Est-ce que la nuit, il a besoin d'être endormi en poussette, hein, j'ai déjà vu ça. Il faut comprendre pourquoi la poussette est important pour lui pour pouvoir être serein et s'endormir. De même que pour une autre de nos mamans, lui, bébé, ne s'endort à 15 mois que dans les bras. Il ne s'est jamais endormi autrement. C'est le même souci. Est-ce qu'on peut se dire, parce qu'il a besoin d'être forcé, de sentir cette présence, d'être pas engoncé, mais d'être maintenu, de sentir qu'il y a un cocon autour de lui. Comment on peut favoriser l'endormissement autonome dans ce cas-là? Parce que là, c'est même pas la poussette. Dans la poussette, il est tout seul. Là, il est vraiment dans les bras. Oui, oui, mais dans les bras, il y a ce côté échange hormonal dont je vous ai parlé, ce côté réconfort. Donc, encore une fois, allez voir s'il n'y a pas un frein au sommeil qui fait le contexte. Le contexte d'arrivée de bébé, je vous ai dit, la grossesse, l'accouchement. Est-ce qu'il fait ça depuis la naissance ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier? Vraiment, il faut aller chercher plus loin que ça, c'est un peu le haut de l'iceberg. Il dort dans les bras, ok. Il dort dans les bras, c'est sûr que si ça fait 15 mois qu'il dort dans les bras, il ne voudra pas être déposé du jour au lendemain comme ça. Donc, on peut lui apprendre, le rassurer. Mais est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un petit frein au sommeil, hein, sans s'alarmer, mais quelque chose qui peut l'inconforter? Encore une fois, est-ce qu'il aime être verticalisé? Est-ce que la séparation, est-ce qu'il a vécu son angoisse de séparation à 9 mois? Faut, faut chercher, ouais. Ouais, et
Du coup, c'est un peu peut-être la dernière question d'un bébé de 5 mois. Lui, c'est dans le cadre surtout de l'allaitement. Lui, il va s'endormir allongé seulement au sein et il faut qu'il ait constamment le sein dans la bouche. Sinon, Mm. il se réveille forcément. Donc là, Donc c'est ça veut dire que c'est un bébé qui descend jamais en profondeur. Il est jamais dans un sommeil profond parce que sinon il lâcherait le sein. Et s'il peut pas être déposé, est-ce que la nuit il est déposé dans son lit? Est-ce qu'il arrive à dormir la nuit dans son lit? Et c'est juste la journée où il est au sein ou c'est vraiment 24 heures sur 24? Auquel cas, en effet, on pourrait imaginer qu'il se soulage en tétant, qu'il se sécurise en tétant. Évidemment, hein, la succion permet de sécuriser, hein, puisqu'il y a une libération, encore une fois, d'hormones favorisantes. Là c'est difficile de répondre de façon précise en ayant si peu d'éléments. d'accord, ok. Je vois. Alors là, j'ai fait un peu le tour de toutes les questions. Donc, en gros, est-ce qu'on peut se faire peut-être un petit récap en cette fin de talk avec voilà, 3 conseils importants pour les aider à s'adapter à ces nouveaux rythmes et peut-être 3 choses à éviter. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, trois choses. Alors, pour s'adapter au nouveau rythme de la crèche ou de l'école, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Je dirais mettre en place, avoir confiance voilà, aux personnes à qui on va confier son bébé. Ça, c'est important. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Je sais que c'est pas facile. Les moyens de garde, c'est pas facile en France et que des fois, on fait comme on peut, mais vraiment, il faut être confiant. Il faut s'écouter. Hein, ça, c'est très important. La deuxième des choses, c'est de mettre des routines en place pour qu'il ait des mots, des gestes, des choses qui lui disent ok, je peux être serein, en fait, ils vont revenir, c'est ok, la séparation va bien se passer. Donc ça, c'est la répétition, hein. Le cerveau a besoin de répétition pour pouvoir intégrer vraiment de nouveaux apprentissages, parce que c'est un nouvel apprentissage que de se séparer de façon à longtemps. Je dirais aussi donc de passer des moments de qualité, la quantité n'est pas importante, mais vraiment de qualité où on est connecté qu'avec son bébé pour le remplir, pour se nourrir de lui et vice-versa, ça c'est important. Et je dirais même peut-être un quatrième de se faire confiance, de faire confiance à son bébé et il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien et que avec le temps est meilleur des actifs, en fait, il va réussir à trouver son rythme et surtout aux parents aussi à trouver leur rythme parce que ça met du temps. Là en fait, c'est encore un chamboulement. On accouche, il faut se réajuster. Hein. Quand on est trois, on était deux, on était trois. Après, il y a quatre, ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on veut vite, on veut de l'immédiateté parce qu'on se dit vite, vite. Et en fait, il y a juste un petit peu besoin de temps. Donc, laissez faire les choses. Vous leur donnez tellement d'amour, de sécurisation, de tout. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. D'accord, top. Écoute, je te remercie pour tous ces bons conseils. Vraiment, je pense que ça va tous nous aider pour voilà, vivre J'espère. cette rentrée sereine. Voilà, le but du jeu, c'est vraiment de la vivre la plus sereinement possible. Il faut vraiment se dire voilà, que la crèche, comme l'école, voilà, ou chez la nounou, ou cette séparation, voilà, c'est des nouveaux rythmes de vie, c'est une nouvelle aventure, c'est un bébé qui grandit, c'est des nouvelles aventures. Donc, c'est plein de choses chouettes à vivre, je vous l'assure, hein, pour l'avoir vécu, pour le vivre comme vous actuellement. C'est vraiment des très belles aventures et puis ça autonomise votre enfant, il va grandir, vous allez apprendre des nouvelles choses avec lui, il va vous apprendre plein de choses. Enfin, voilà, tout ça, c'est un enfant, on ne peut pas savoir à quel point ça En peut fait, apprendre des choses. c'est vraiment avoir, je te coupe un peu, mais ça me parle ce que tu dis parce que c'est vraiment avoir une lecture de la situation qui est différente. Se dire que, tiens, si on donnait une définition de la rentrée scolaire un petit peu plus autre que ce qu'on a l'habitude de faire et de prendre un peu de hauteur et de se dire, OK, moi, il a tout ce qu'il faut pour y arriver, je vais lui faire confiance parce que finalement, en tant que parent, on observe, on sécurise et on emmène vers l'autonomie. Mais pour tout, pour la marche, pour la diversification, pour la rentrée en crèche, on leur donne les outils pour qu'ils puissent aussi émerger. Et en effet, ça va aussi
sortir, recréer. Voilà, il va apprendre tellement vite. C'est incroyable l'explosion de connaissances qu'il va faire, même au niveau motricité. C'est incroyable. Et là, vous allez vraiment vous régaler et en regardant, en se disant waouh, mon fils, ma fille, ils évoluent, c'est chouette. Et c'est vous qui allez donner les outils en observant, ajuster au fur et à mesure. Donc vraiment, vivez ça de façon différente cette fois-ci, si vous pouvez, bien sûr, euh, pour, euh, pour voilà, lui donner toutes ces chances. Et puis encore une fois, je me répète, mais le temps, ça met du temps. On met toujours du temps à trouver son équilibre, à se connaître. Et n'ayez pas peur des émotions que vous ressentez. Vous avez le droit que ce soit un moment difficile. Vous avez le droit de dire que vous avez peur, que vous ne savez pas si ça va bien se passer. Et n'hésitez pas à le confier à la personne à qui vous confiez votre enfant parce qu'elle elle sera vous rassurer, vraiment. Tout à fait, oui. Ne surtout pas garder les choses pour soi. C'est comme ça qu'on avancera correctement. Et rappelez-vous, vos enfants, je peux vous assurer, ils sont sacrément surprenants. Plus que vous ne le pensez. Sur C'est ce, clair, c'est clair. ouais, sur ce mot de la fin, Lauriane, je te remercie encore sincèrement de ta présence, du temps que Merci. tu nous as accordé aujourd'hui à nous tous, à tous les bons conseils et toutes les réponses que tu nous as apportées. Je vous retrouve tous au travers d'une petite newsletter qu'on vous enverra très prochainement avec un petit récapitulatif, pardon. J'en perds mes mots, voilà, de ce joli talk et plein de conseils en plus. Et je vous promets qu'on retrouve Lauriane très très vite comme on a l'habitude parce que c'est Merci. toujours un moment de partage et de plaisir intense. Je vous souhaite une très jolie rentrée, pleine d'ondes positives, de good vibes. Je vous embrasse tous très Exactement. fort. Et Lauriane, je te dis à très vite. À très vite. Merci pour tout. Au Merci. Bye revoir. bye. À Au bientôt tout le revoir. monde. Ciao. Bye.